Bonjour, on va pouvoir démarrer notre table ronde sur le thème cet après-midi d'une économie circulaire un peu particulière que l'on va vous présenter. Cette économie nous permet aujourd'hui de produire une énergie décarbonée localement sur notre territoire, donc sur la métropole, mais également sur l'ensemble des 46 communes de Gironde qui sont distribuées par le réseau de gaz Régaz Bordeaux. Pour en parler cet après-midi, donc Claudine Bichet, vous êtes vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge du climat, de la transition énergétique et de la santé. Et vous êtes également présidente de BME, Bordeaux Métropole Énergie, donc le groupe auquel appartient Régaz, dont l'ensemble des filiales participent aussi à la décarbonation sur différentes énergies, d'ailleurs. Monsieur Stéphane Martinez, vous êtes le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Moulineau, qui est une entreprise nationale. Et vous êtes à l'initiative d'un traitement, d'une récolte des biodéchets. Vous nous raconterez précisément comment ça se passe. Et vous avez installé une plateforme à l'entrée de la métropole, à Isines, l'année dernière, et qui permet aujourd'hui ces biodéchets, une fois transformés, acheminés vers des méthaniseurs, de produire ce gaz renouvelable. Anne-Florence Castin, vous êtes responsable études et innovation chez Régaz Bordeaux, et donc particulièrement en charge de ces filières biométhane. Et vous nous raconterez aussi quel est le rôle du réseau dans l'ensemble de cet écosystème. Jean-Michel Sainte-Marie, vous êtes agriculteur méthaniseur dans le Médoc. Vous avez créé Médoc Biogaz. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs sites. Et là aussi, vous nous raconterez comment ces biodéchets qui sont récoltés sur la métropole, traités chez Moulineau, vous les accueillez et comment vous en produisez. Finalement, vous êtes le producteur de gaz renouvelable. Pour commencer et essayer de détailler un petit peu le rôle de chacun, Claudine Bichet, la question qu'on peut se poser, parce que ça démarre finalement un peu là, c'est quel est le rôle d'une élue et d'une politique publique dans la faisabilité en fait, de ce gaz renouvelable. Comment est-ce que ça démarre ou à un moment, on prend une décision qui permet la création de cet écosystème? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être là pour parler du biogaz, parce qu'effectivement, c'est une énergie renouvelable dont on parle assez peu, en France notamment. On y reviendra sans doute. Et effectivement, c'est une énergie renouvelable qui est locale par excellence. Donc, par conséquent, le rôle des élus locaux est bien sûr important, puisque c'est ce qui va permettre de développer ou pas, dans une plus grande mesure, cette énergie. En ce qui nous concerne ici, sur Bordeaux Métropole, on s'est déjà fixé en termes de production d'énergie renouvelable une ambition extrêmement forte, celle de produire en renouvelable autant que l'on consomme. Donc d'être un territoire à énergie positive, c'est comme ça que ça s'appelle. Alors ça suppose, et c'est toujours très important de le rappeler, de diviser par 2 nos consommations d'énergie, sans quoi on n'y arrivera pas. Mais c'est valable pour atteindre les objectifs de décarbonation à l'échelle nationale et internationale. Et puis, donc, effectivement, de substituer les énergies fossiles que nous consommons par des énergies renouvelables et, bien sûr, en privilégiant au maximum celles que nous produisons localement sur notre territoire. Alors, les premières grandes énergies renouvelables de notre territoire sont le solaire. On a un gros potentiel solaire, on a la géothermie, les réseaux de chaleur urbains. Mais dans notre plan climat, qui détaille l'ensemble de nos objectifs énergétiques à horizon 2050, nous sommes un des territoires qui avons fait une place au biogaz, et c'est clairement pas le cas de tous les territoires, avec un objectif que le biogaz, ce soit 20%, 100% à terme en 2050, mais pardon, je suis restée bloquée en 2030. 100% du gaz qui sera consommé sur le territoire. Donc le biogaz a vraiment une place dans notre plan climat. Comme je l'ai dit, la raison pour laquelle nous lui avons fait une place, c'est que déjà, c'est une énergie qui émet 10 fois moins de gaz à effet de serre que le gaz normal. Et donc en ça, il est intéressant.
Et par ailleurs, c'est vraiment une énergie qui est produite localement, on va y venir. Nous avons des méthaniseurs très très proches dans le Médoc. On en a sur notre territoire métropolitain, puisque très tôt, en début de ce mandat, on a délibéré pour accélérer la production de biométhane à partir de nos stations d'épuration métropolitaines. Aujourd'hui, on n'en a qu'une, celle de Bègle, mais l'objectif, c'est qu'à terme, toutes nos stations d'épuration produisent également du biogaz. Donc c'est vraiment une énergie locale qui nous permet d'accroître notre souveraineté énergétique, et c'est vraiment aussi une énergie circulaire à proprement parler, puisque, je ne vais sans doute pas détailler ce que d'autres diront à ma place et sans doute mieux que moi, c'est que tout le processus de production du biogaz est vraiment circulaire et permet d'améliorer, d'éviter d'utiliser des engrais chimiques. Il y a vraiment une valeur en fait au digestase qui est produit en sortie des méthaniseurs, qui peut aussi avoir un rôle extrêmement vertueux sur la production agricole. Il y a aussi à un moment un choix qui est fait de collecte des biodéchets. Au-delà de la dimension nationale, vous mettez en place des bornes de collecte. Alors effectivement, on a dans ce qu'on peut faire nous en tant que métropole, déjà se donner des objectifs, se donner des moyens, donc se dire que toutes les stations d'épuration de la métropole vont à terme fournir du biogaz, c'est bien sûr quelque chose que l'on a mis en œuvre très tôt. Et puis effectivement, il y a cette accélération sur la collecte de biodéchets, donc qui est maintenant imposée par la loi, mais que bien sûr on met en place sur l'ensemble du territoire. Et on s'est quand même fixé un objectif qui est ambitieux, c'est que 50% des biodéchets qui sont collectés sur le territoire puissent être transformés, valorisés énergétiquement. Donc ça, c'est quand même l'objectif que nous, on se fixe sur notre territoire métropolitain. Et on a d'ailleurs, pour ce faire, un projet avec le Grand Port de Bordeaux qui a vocation à produire l'équivalent de 30 gigawattheures de biogaz en valorisant les déchets agroalimentaires du port. Donc ça va être aussi une source de production et de valorisation importante sur notre territoire métropolitain. Et puis, on a aussi des outils comme notre société d'économie mixte, BME, dont je suis la présidente, dont Régaz est une des filiales. Et effectivement, à travers cette société d'économie mixte, on investit dans des méthaniseurs. Donc on a une petite participation dans les méthaniseurs du Médoc. On a aussi 5% dans la plateforme Moulineau. Donc on contribue aussi à cet écosystème sur le plan économique. Et l'idée, c'est vraiment que ce soit le plus local possible. Pour vous donner une illustration de l'usage du biogaz que nous avons aujourd'hui sur notre territoire métropolitain, 70% de nos bus sont alimentés en biogaz. Donc c'est vraiment aussi une des valorisations que nous faisons. Et donc nous cherchons à encourager globalement l'ensemble de ces usages lorsqu'ils sont pertinents, bien sûr. Monsieur Martinez, je continue un peu la chaîne de valeur en fait. Monsieur Martinez, donc vous allez nous raconter peut-être les prémices de l'histoire de Moulineau. Comment est-ce qu'à un moment on se dit qu'on peut récolter des biodéchets et le transformer en énergie? Comment est-ce qu'on crée finalement cet écosystème à partir de Paris? Mais je sais qu'aujourd'hui vous êtes dans bien d'autres endroits en France. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais essayer de faire simple parce que si vous voulez, je rentre dans le détail, je vais vous en parler pendant 3 semaines. Donc on va essayer d'aller assez rapidement. Moi, je suis issu de la 3e génération de restauratrices. J'étais issu. Et il s'avère qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ces restes alimentaires, ils partaient dans la poubelle. Et puis, bon, le cycle, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde le connaît. Incinération, enfouissement. Je m'étais dit, tiens, peut-être un truc à faire. Pour nous, dans ces métiers de bouche, écarter la nourriture, c'est très simple puisqu'on travaille avec. La symbolique, en plus de ça, de la jeter n'existe pas beaucoup, puisque c'est de la nourriture, donc on arrivait toujours à remettre en route cette nourriture. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'était ma grand-mère. Il y avait à l'époque les seaux à cochons dans nos établissements. Des seaux, des cochons, les épluchures, ça partait de nourriture animale. Le marc de café était collecté séparément parce que les jardiniers étaient intéressés. Et le pain, quand il ne finissait pas en dessert, en pain perdu, il terminait chez les volaillers et les éleveurs de chevaux. Donc au départ, quand je me suis rendu compte de ça et de la production qu'avaient tous mes confrères, tiens, pourquoi pas mettre en place une filière? Donc le départ a été quand même d'essayer de faire du lombricompostage avec des vers de terre dans la cave de mon resto. J'ai bien vu il faut être un peu taré pour faire ça. Mais comme je suis bien parti, donc ça se passait très très bien, c'était très ludique.
J'étais le premier restaurateur à donner du compost clandestinement à mes clients, puisqu'on n'a pas le droit. Donc j'étais un peu un dealer de compost clandestin avec mes clients, et c'était simplement. Et à un moment donné, quand même, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Écarter ces restes alimentaires, c'est pas compliqué. Ce qu'on mange pas, on le met à l'intérieur d'un bac précis. Il y a des rupteurs de charge à mettre. Il faut juste savoir parler aux cuisiniers, c'est des gens un peu spéciaux, au personnel de salle, mettre les bons outils aux bons endroits, leur montrer qu'il n'y a pas de charge de travail supplémentaire. Et derrière ça, une fois qu'on collecte tout ça, massifier tout ça, préparer tout ça, et essayer de donner une valeur à ce qu'on appelait un déchet, mais ce qui est pour nous une matière première secondaire. Voilà, en deux petits mots. Et c'est vrai que j'ai commencé en 2013, Moulineau. L'entreprise a été créée en 2013. Au départ, on était plutôt axé sur du compostage, avec ce que j'appelais du compostage haute couture. On faisait du compost, on affinait tout ça avec des vers de terre de chez Moulineau, parce que ça donnait vraiment une matière première de qualité. Et on s'est aperçu que déjà au niveau économique, c'était compliqué. Et puis j'ai des partenaires agriculteurs qui sont aujourd'hui devenus des amis, m'ont toujours un peu piqué en me disant, Stéphane, si tu fais du compostage à grande échelle, tu as d'abord la perte de méthane dans l'air et ensuite tu as la fraction organique pour le sol. Et essaye de faire l'inverse. Donc je suis un peu têtu aussi. Et au bout de 2 ans, c'est là où je me suis dit, la filière qu'on a à mettre en place, elle est cohérente. Nous, notre métier, c'est de capter les gisements, préparer cette matière première secondaire, faire de l'emploi. Et ensuite, une fois qu'elle est prête, chacun son métier. Hop, tiens Jean-Michel, débrouille-toi avec ça. Et eux, derrière, font du gaz, de l'énergie. Donc on a trouvé que cette filière était complètement cohérente. Donc vous avez une plateforme aujourd'hui à Ésine. Alors oui, on est très fiers d'avoir une plateforme à Ésine qu'on a ouvert il y a maintenant 1 an officiellement. On est très très fiers aussi de collecter et sensibiliser les Bordelais, de collecter les badass, parce qu'à Paris, ça s'appelle des points d'apport volontaires, chez vous ça s'appelle des badass, des bornes d'apport de déchets alimentaires. Ouais. Donc on les massifie, et puis une fois qu'on les massifie, on va enlever les erreurs de tri, de manière à avoir cette matière première secondaire directement prête pour nos agriculteurs. Voilà. Et à côté de ça, dans les valeurs qu'a Moulineau aujourd'hui, on l'a depuis le départ, c'est un nouveau métier, une nouvelle filière, et ça s'encadre. Et donc on est aussi organisme de formation, on crée des nouveaux métiers, comme chauffeur collecteur de biodéchets. C'est des personnes qui conduisent des camions, mais au moins ils vont passer une journée chez les agriculteurs méthaniseurs pour comprendre ce qu'ils font, ils rentrent dans les restos par la porte de derrière, bref, ils sont conscients, et ces acteurs-là sont capables de refuser un bac s'il est mal trié à la source. Ça nous permettra de ne pas salir notre matière. Et on a aussi créé tout ce qui est éco-animateur, ambassadeur de tri. Ce sont les acteurs qui vont sensibiliser tous les citoyens autour des badass, à 150 mètres autour, je pense, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà, pour leur expliquer que ce que vous ne mangez pas, vous le mettez dans votre petit bioseau, vous l'amenez à tel endroit, et voilà ce qui est fait derrière. Vous avez aussi des déchets de cantine ? On a tous les déchets alimentaires, tout, de cantine, de supermarché, de points d'apport volontaire. Voilà, on amène ce service-là. Notre spécialité, c'est vraiment essayer de sensibiliser tout le monde à écarter, le mettre dans le bon bac, contrôler, préparer cette matière première. Ça, c'est notre cœur de métier. Donc oui, on a, pour un ordre d'exemple, on a démarré il y a 2 ans, officiellement 1 an. On est déjà sur 10 000 tonnes de matière organique collectée. Et sur le train de 2025, on est plutôt sur 15 000 tonnes. Voilà, avec une quinzaine d'emplois déjà créés. Et on a aussi des points de départ, c'est Paris. Paris, on a monté pareil, une même unité. Sur Paris, on a déjà collecté Paris-Île-de-France, on est à plus de 120 000 tonnes. Je vais donner un ordre d'idée. On a aussi une unité à Angers et en gros, on a déjà créé 186 emplois. Voilà ce que je peux vous dire. Je continue. Alors, vos bennes, après, elles partent donc dans le Médoc, dans les unités des agriculteurs méthaniseurs. Elles roulent au biogène V, pas encore, peut-être, je sais pas. Alors, depuis le départ, depuis 2014, nos camions fonctionnent au biogaz. On est sur une boucle parfaite. On a pensé dès le départ, je me suis dit, tiens, au début, c'était compliqué d'avoir des camions qui fonctionnent au biogaz. Le premier, on a été chercher en Italie. Et puis maintenant, on commence à avoir des camions Renault, pour ne pas les nommer, mais on est très fiers. Et aussi, on n'a que des Iveco. Et on est exclusivement biogaz et on a une alternative avec du biocarburant. Voilà. Donc, il roule jusque dans le Médoc. Et Jean-Michel, vous allez nous raconter aujourd'hui ce que représentent les unités de Médoc Biogaz. Comment est-ce que vous acceptez et récoltez finalement ces biodéchets, sachant qu'au départ, c'était plutôt une culture agricole destinée à vocation énergétique, destinée donc vraiment à la méthanisation. Et puis finalement, aujourd'hui, vous avez une multiplicité des entrants
puisque vous prenez des biodéchets. Bonjour à tous. Donc nous, Médoc Biogaz, c'est une aventure qui a commencé en 2017, la création de la société, et 2019, la mise en service du premier méthaniseur. On nous dit qu'on va un peu vite dans nos démarches, mais on a besoin d'aller vite pour réussir la transition énergétique. Et aujourd'hui, on a 2 méthaniseurs en exploitation. Et historiquement, l'alimentation de nos méthaniseurs, c'était des cultures à vocation énergétique qui nous ont amenés à repenser nos façons de travailler sur nos exploitations agricoles, où historiquement, on est sur un secteur maïs culture de base. Et aujourd'hui, on vient intégrer des nouvelles cultures pour créer des rotations et intégrer ces fameuses cives, des cultures à vocation énergétique, qui viennent s'intercaler dans nos assolements et pas concurrencer l'alimentaire. Donc on a des exploitations qui sont en polyculture maintenant. Ça a été un réel changement pour nous, un changement de philosophie aussi avec ce besoin pour alimenter le méthaniseur. Et c'était un challenge qu'on a relevé avec tous les associés du groupe. Et on n'est pas peu fiers aujourd'hui d'y arriver. Et maintenant, l'arrivée des biodéchets en plus de Moulineau qui a de suite fait le lien quand on a rencontré Stéphane Martinez il y a 3 ans à peine. Oui, 3 ans. Et voilà, pour nous, l'aventure de la méthanisation, du biogaz, elle a tout son sens avec cette filière-là. Et on ne pouvait pas passer à côté quand on a rencontré Stéphane et dire voilà, il faut qu'on aille au bout des choses. D'autant plus que dans notre démarche de méthanisation, on a aussi une démarche innovatrice. C'est la collecte du CO2. On valorise le CO2 qui sort de nos méthaniseurs. Donc on essaye de boucler tout le cercle vertueux qu'on peut générer autour de la méthanisation. Et voilà. Et qui plus est, les digestats derrière, puisque aujourd'hui, comme le disait Madame Bichet, le digestat, qui est le résidu de la méthanisation, est pour nous un véritable engrais organique qui nous permet de faire pousser nos cultures. Et aujourd'hui, on estime, c'est pas que des estimations, c'est du concret, hein. C'est plus de 700 tonnes d'engrais minéraux de synthèse qui sont économisés sur l'ensemble de nos exploitations. Donc c'est quand même loin d'être négligeable, aussi bien financièrement que côté environnemental. Donc voilà où va la méthanisation aujourd'hui. Pour bien comprendre, pour peut-être les gens qui sont là et qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, donc on met tout ça finalement au même endroit, quels que soient les entrants. Les choses se mélangent. Comment est-ce que ça marche? Alors, le méthaniseur, nous, on a une technologie qui est par voie humide. Il y a plusieurs technologies. Nous, c'est par voie humide, il y a les voies sèches. Donc, c'est de la matière qui est finement broyée et incorporée dans des cuves de fermentation. C'est un phénomène naturel, puisqu'on a des bactéries qu'on a ensemencées avec un méthaniseur voisin. Et c'est un phénomène naturel permanent. Donc on élève des bactéries qui dégradent la matière pour en extraire la partie carbonée. Et toute la partie minérale de la plante se retrouve dans l'igestat, ce qui en fait sa valeur nutritive pour les plantes qu'on va amender avec. Et donc on récupère du biogaz. Ce biogaz, on va l'épurer pour récupérer que la partie méthane, le CH4. Et toute la partie autre gaz, qui est essentiellement du CO2, lui, on va le liquéfier pour le valoriser en CO2 technique pour l'instant. Et on est en train de passer à une échelle supérieure avec une norme méga qui va être la norme alimentaire, qui va pouvoir nous permettre d'aller chercher des marchés techniques sur le CO2 ultérieurement. On continue la chaîne de valeur. Anne-Florence Castin. Comment ça se passe après ce biogaz qui est produit dans le Médoc? Il passe dans le réseau, il va alimenter les usagers d'abord dans le Médoc, puis sur la métropole. Quel est le rôle d'un gestionnaire de réseau dans tout ça?
Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc, Régaz Bordeaux, c'est un gestionnaire de réseau de distribution, donc de gaz naturel et de biométhane. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons des canalisations enterrées, on ne le voit pas, elles sont dans le domaine public, sous vos routes, les trottoirs. Et donc, on vient mailler le territoire. Aujourd'hui, Régaz, c'est 46 communes qui comprend la métropole, pratiquement l'ensemble des communes de Bordeaux Métropole, et puis toute une zone, on va dire, plus agricole et forestière qui monte jusque dans le Médoc. Et donc là, on imagine un réseau maillé qui vient se raccorder finalement dans tous nos usages qui utilisent le gaz. Donc, qu'est-ce qui se passe, nous, dans cette démarche-là ? Alors, on a des obligations réglementaires, c'est-à-dire qu'on va répondre à des textes réglementaires qui sont du droit à l'injection. Et c'est-à-dire qu'on considère tous les projets qui produisent du biométhane, donc comme celui de Jean-Michel, et donc on vient le raccorder à notre réseau. Et donc, le biométhane, il est acheminé dans ce réseau-là et il vient remplacer la molécule de gaz fossile qui était auparavant distribuée par les réseaux de transport qui viennent de l'extérieur. Et donc, de ce fait, ça permet d'acheminer ce gaz vers tous les usagers et donc permettre après la diffusion. Et donc, alors, tout ça, c'est en respectant notre rôle de gestionnaire de réseau pour assurer la continuité de la fourniture, la sécurité de notre réseau et des usagers avec notre code de bonne conduite qui nous est assigné. Que ce soit du gaz vert ou du gaz fossile, est-ce que ça change quelque chose techniquement ? Est-ce qu'il y a des enjeux, des défis techniques ou technologiques à relever par rapport à ça ? Alors, en fait, la molécule de gaz, finalement, ça reste exactement la même. Donc, qu'on la consomme en gaz fossile ou en gaz renouvelable, finalement, les usages ne changent pas. Les enjeux, ils vont être côté gestionnaire de réseau parce qu'on va imaginer que du coup, par notre canalisation qui est enterrée, elle est existante, elle existe déjà. C'est un investissement qui est fait par les communes, par la métropole. Eh bien, on va l'utiliser et pouvoir rapatrier ce gaz qui est produit à l'extérieur de nos centres-villes pour qu'il puisse être consommé au plus près des utilisateurs. Et donc la molécule, l'enjeu du gestionnaire de réseau, c'est de faire en sorte qu'on puisse la faire circuler dans le sens qui nous intéresse et donc s'assurer que tous les jours, ce soit bien le biométhane qui rentre dans le réseau et qui finalement limite la rentrée de gaz non renouvelable. Et donc on vient remplacer finalement cette molécule renouvelable par une autre molécule qui elle a une empreinte carbone plus importante. Merci. Alors, et pour finir, voilà, c'est que finalement tout notre réseau, il va être maillé, et donc c'est pas seulement un site, c'est plusieurs sites aujourd'hui qui sont raccordés par rapport à notre réponse du droit à l'injection. Régaz, c'est 5 sites de méthanisation aujourd'hui qui injectent déjà depuis 2019, le site de Médoc Biogaz étant le premier à avoir été raccordé. C'est 5% de notre transit. Tout usage confondu aujourd'hui, donc en 2024, et puis avec des enjeux d'augmentation de toutes ces quantités, mais à l'heure, c'est l'équivalent de 30 000 logements ou l'équivalent de 600 bus qui pourraient circuler au gaz renouvelable. Et c'est intéressant parce que là aussi, je fais le lien. 600 bus, c'est la flotte totale de TBM. Voilà. Donc on pourrait finalement, si on ne dédiait qu'au transport ce gaz renouvelable, il suffirait déjà à faire rouler l'ensemble des bus métropolitains. Tout à fait. Tout à fait. Et donc après, avec le développement qui est finalement le développement de croissance qu'on va aller effectivement développer, alors en apportant notre soutien à ce développement, nous on est à l'intermédiaire entre le conseil et puis le facilitateur, c'est-à-dire qu'on a les enjeux réglementaires, on a les enjeux économiques, mais par contre on est facilitateur, on fait le lien entre les producteurs et les usagers. Eh bien, on va aller s'inscrire dans un schéma de transition, de renouvellement de ce gaz pour un objectif de 20% de gaz vert à 2030. Et puis, comme disait Claudine Bichet, en 2050, on a validé que sur les scénarios de Solagro et de la région Nouvelle-Aquitaine, on est en autosuffisance sur notre territoire. Alors, pas seulement
à proximité de Bordeaux, parce qu'on est conscient d'avoir des réseaux qui viennent mailler tout le territoire, pas seulement à l'échelle du département, mais aussi à l'échelle de la région. Et donc on va aller capter l'ensemble de la biomasse qui va être transformée par ces partenaires, agriculteurs méthaniseurs, industriels, agro-industriels, qui sont devenus des porteurs de projets. On rajoute avec ça les steppes. Et donc là-dessus, on vient collecter l'ensemble du gaz vert pour alimenter nos réseaux. Une question à vous écouter, peut-être plus pour Monsieur Martinez et Messieurs et Sainte-Marie. Tout ça relève de beaucoup de bon sens. On se dit finalement, ce sont des déchets qui sont inertes si on ne les utilise pas. Ils peuvent produire un gaz renouvelable. Pourquoi il n'y en a pas plus? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y en ait plus? Est-ce qu'il y a des freins aujourd'hui encore à soulever ou voilà, parce que ça paraît tellement finalement évident pour avoir un gaz 100% décarboné. Il y a une réponse qui est assez simple, c'est l'orientation énergétique nationale française qui est quand même extrêmement tournée vers l'électricité et le tout nucléaire. Et dans tout ça, le mix énergétique, effectivement, a plutôt tendance à s'appauvrir fortement, et d'autres alternatives qui sont nécessaires, je pense aux renouvelables de tout type, le solaire, dont on vient récemment d'apprendre un moratoire qui va pénaliser des projets de petits solaires, le biogaz et depuis un certain nombre d'années le bio-GNV pénalisé dans toutes les évolutions réglementaires qu'on voit succéder. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans un pays qui ne cherche pas forcément à promouvoir d'autres alternatives à l'électricité et au nucléaire, et ça c'est vraiment pénalisant pour ces filières, alors qu'elles sont vraiment crédibles, qu'elles ont vraiment une capacité de production très forte. Si on valorise aujourd'hui en France toute la production de biodéchets en biogaz, c'est l'équivalent de 1/4 de la production nucléaire française qu'on est capable de produire. C'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Donc pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas plus vite? Eh bien voilà, la question est ouverte, mais je pense que je vous ai donné une partie de la réponse. Après, ça avance quand même un peu rapidement. Enfin, sur les déploiements aussi, ce qui est important, c'est de mettre en place des déploiements sur les collectivités et les territoires qui soient cohérents. Il faut avoir des pensées de massification et essayer d'enlever un peu les pensées réglementaires. Les pensées réglementaires font quoi? Font qu'il y a énormément aujourd'hui en France de ce qu'on appelle des points d'apport volontaires. Très bien, la sécurité, le point il est là-bas. Je suis en accord avec la réglementation, mais il n'y a pas de pensée de massification. La massification va venir aussi du point d'apport volontaire parce qu'il est indispensable, mais il va falloir aussi penser porte à porte dans les endroits un peu denses. Et il va falloir aussi penser à intégrer ce qu'on appelle les assimilés des métiers de bouche. Le petit boulanger, le petit restaurateur, le petit primeur, et de penser massification au niveau de la collecte. Le coup de frein qu'on doit mettre en tant qu'opérateur, et c'est pareil sur les opérateurs de régie, quand on passe dans une rue, il faut prendre tout le monde. C'est aussi simple que ça. Et il faut essayer aussi de faire comprendre aux gens. Et je pense que les gens sont de plus en plus informés. Les métiers de bouche, les professionnels, eux, ils sont prêts. Ils attendent que le service. Mais c'est compliqué. Les petits, je parle bien des petits. Les gros, ils se débrouillent. Les Lior, les Sodexo, ceux-là, ils vont vers des privés. Mais le petit bistrot de quartier ou le petit gastro où on va manger souvent le soir avec son copain ou sa copine, ceux-là, ils sont habitués à être collectés par le service public. Donc, aller les démarcher en tant que privé, c'est compliqué, et surtout économiquement pour eux. Par contre, ils sont tous sensibilisés, prêts à faire mettre le geste. Donc, il faut maintenant avoir des pensées, je pense, de massification. Il faut avoir des pensées aussi. Tout le monde n'est pas prêt à aller mettre son biodéchet au point d'apport volontaire. C'est un effort en plus au quotidien à faire. Pédagogie. Alors, je parle sur Paris. Moi, je suis élevé au porte-à-porte, le bac en bas de la maison. Me demander à moi, Stéphane Martinez, de l'emmener à 150 mètres le matin quand je pars, ben non. Voilà. Et il y a 80% des citoyens qui sont comme moi. Ils sont prêts à le mettre en bas de la maison et le collecter. Et là, dans ce cadre-là, à partir de ça, la massification va se faire de plus en plus. La matière première secondaire, elle va être présente. Les agriculteurs vont pouvoir gérer de l'énergie, mais aussi le retour au sol de cette matière. Et les emplois vont être derrière. Donc, le mouvement, il doit être citoyen, il doit être Enfin, c'est une filière, il doit venir des citoyens, des organisateurs de la collecte, des élus et de tout le monde. Ouais. C'est une filière. On est tous acteurs. On est tous acteurs, et cette filière, elle est merveilleuse puisque on part d'une problématique urbaine avec ces biodéchets qui étaient incinérés et enfouis, avec tout ce que ça amène au niveau environnemental, sans création d'emploi majeur. Dès que vous le mettez dans un bac à côté, mais que vous mettiez votre trognon de pomme, de banane ou vos restes dans une poubelle, vous savez que derrière, ça va finir dans un sol, quoi. Et au passage, on va créer de l'énergie.
Ben, je vous dirais, c'est pas compliqué. Ce qu'on mange pas, vous le mettez dans le bioso et après vous l'amenez au badass. Enfin voilà, et allons-y gaiement. Enfin, ça marchera. Jean-Michel, est-ce que vous, de votre côté, vous voyez des freins à lever Oui, malheureusement, il y a un frein qui a été tiré par le gouvernement en 2021, c'est la baisse des tarifs de rachat du biogaz, qui a stoppé net la filière de développement des méthaniseurs. Hein. On l'a vu avec pas mal de projets qui se sont arrêtés du jour au lendemain. Il semblerait qu'il y ait une ouverture avec les biodéchets qui redonne un petit peu de valeur au tarif de rachat, mais ça reste on va dire, trop faible à mon goût, et c'est dommage d'avoir mis une filière à l'arrêt comme ça, parce que il y a tellement de choses à faire et tellement de territoires aujourd'hui qui ont du mal à vivre de leur économie de base agricole, et qui auraient besoin d'un petit peu d'oxygène, et la filière de la méthanisation serait une opportunité pour pas mal de territoires. C'est dommage. Mais bon, on l'a vu avec le photovoltaïque il y a des années où les tarifs, voilà, et puis il suffit qu'il y ait des changements de politique qui redonnent. Et on verra ressurgir des projets, je l'espère, rapidement. C'est vrai que cette absence de visibilité, elle est compliquée pour les porteurs de projets. C'est ce dont on manque finalement dans toutes les énergies renouvelables, particulièrement sur le biogaz, biométhane, depuis plusieurs années. Juste, je reviens au réseau quelques instants. Anne-Florence, donc on a parlé des biodéchets, c'était vraiment l'objet, mais de manière générale, le déchet, c'est l'avenir du gaz renouvelable, ou voilà, qu'est-ce que ça vous inspire, ces questions de déchets? Là aussi, c'est plutôt du bon sens, si on peut produire notre énergie décarbonée localement. Alors oui, pour revenir et pour faire le lien avec ce qu'on a dit juste avant, effectivement, il faut voir que la biomasse, les biodéchets, cette énergie qui vient de la biomasse, en fait, on n'en parle pas suffisamment, hein, parce qu'effectivement, la lumière est mise sur l'électricité. Il est vrai que il y a une vraie vision systémique, hein, de l'ensemble de ces éléments déchets qu'on va pouvoir utiliser en énergie, parce qu'en fait, ils vont être transformés en énergie gaz. Et acheminés par les réseaux, il faut comprendre que derrière les usages, ils ont tout intérêt aussi à aller associer différents types d'énergie. Pourquoi opposer les énergies électriques contre les énergies gazières, alors qu'en fait, si on les associe, nous, on voit qu'il y a des usages qui sont tellement plus performants quand on va associer le meilleur des deux. C'est-à-dire que je vais utiliser une molécule verte avec des garanties d'origine et de l'électricité verte, parce que si je me mets que de l'élec, je vais avoir forcément mon meilleur ratio CO2 ne sera pas idéal. Et donc, si on utilise toute la biomasse, on sait qu'il y a des questions de priorisation de la biomasse. Donc, dans cette version systémique, il faut bien comprendre que le rôle des réseaux et le rôle de la biomasse est essentiel à notre équilibre énergétique en France. Et donc après, une fois qu'on a regardé les déchets agroalimentaires, effectivement, nous, on étudie sur un certain nombre d'autres procédés qui vont aller chercher de l'énergie biométhane, donc gaz renouvelable, à partir de déchets donc solides. Et donc là, on a des process de pyrogazéification qui vont gazéifier les déchets solides, hein, qui ce sont surtout les déchets verts, les déchets de bois d'ameublement, voilà, c'est toutes les refus de tri plastique aussi, hein, qui sont finalement des intrants qui vont pouvoir être transformés en énergie renouvelable et bas carbone. Et puis après, on a aussi les déchets liquides, les effluents industriels avec des DCO et des teneurs en carbone importantes, en sortie d'usine par exemple. On les traite, on récupère cette énergie dans les effluents et donc on va le séparer, puis réinjecter dans le réseau le gaz qui est produit. Et puis, si on va aller regarder l'ensemble de la palette des déchets, hein, qu'on va tous produire aujourd'hui dans notre quotidien, on a aussi tout ce qui est fatal finalement. Donc, on va aller chercher l'énergie fatale qui est produite par nos industries.
Et là, on va pouvoir recombiner par d'autres méthodes. Donc, on est sur des process physico-chimiques, la méthanation, qui va aller associer le CO2 biogénique ou le CO2 omis. On va le recombiner avec d'autres molécules comme de l'hydrogène, qui va être généré par une énergie fatale. Et donc, on va reproduire encore un gaz. Et donc, dans un esprit circulaire, finalement, on a une source de production d'énergie et de gaz renouvelable ou bas carbone très large, ce qui permet de nous mettre en adéquation avec les objectifs qui sont de l'autosuffisance énergétique de notre territoire. Et donc, après, effectivement, on va pouvoir continuer à approvisionner et garder notre rôle de gestionnaire de réseau pour répondre aux attentes de nos porteurs de projets. Et le délivrer jusqu'à nos utilisateurs. On fait un trait d'union à partir des déchets jusqu'à la production et on revient à l'utilisation. Merci pour le trait d'union. Donc on voit qu'il y a quand même une dynamique, il y a une belle dynamique. Claudine Bichet, quelle est votre vision? Qu'est-ce que ça vous inspire de voir ces acteurs aujourd'hui, ces écosystèmes qui sont sur le territoire, qui, encore une fois, sont en capacité, on le voit bien, même de se développer, de massifier cette production d'énergie décarbonée. Quelle est votre vision en fait de ce gaz renouvelable local? Je l'ai exprimé en tout début, effectivement, et je rejoins. Enfin, je pense que vous avez tout dit, Anne-Florence. Nous, ce qu'on promeut sur notre territoire, c'est vraiment la production de renouvelables maximisée territorialement. On cherche une forme de souveraineté énergétique. On ne l'aura jamais à 100%, mais en tout cas, on peut s'en approcher. Et tout ce qu'on fera qui nous permettra de nous en approcher, c'est ça qu'on cherche à faire. Donc, bien sûr, je suis extrêmement heureuse d'avoir cet écosystème sur notre territoire. Et on continue de le soutenir et on a vocation à l'amplifier. BME, Bordeaux Métropole Énergie, a vocation à continuer à prendre des participations pour aider au développement de nouveaux méthaniseurs. On a, en tant que pouvoir public, ce rôle de faciliter la collecte de biodéchets et faire en sorte qu'on puisse aussi maximiser l'apport de notre territoire qui, au passage, le rappelle, une métropole comme Bordeaux, on est un puits de consommation. On est donc aussi un puits de consommation de production de déchets. Donc là, en fait, on a une source énorme, tous les déchets qu'on produit, qui est par ailleurs une source de valorisation énergétique extrêmement importante. Donc il faut qu'on arrive à développer ça avant d'aller demander à des territoires voisins de nous produire telle ou telle énergie renouvelable. Non, il faut qu'on commence par nous. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche et ce qu'on pousse et ce qui est vraiment l'objectif fondamental poursuivi. Donc on poursuit. La régie de l'eau, qui a l'ensemble de ces stations d'épuration, va poursuivre le travail. On est vraiment engagé sur cette voie. On va développer aussi des stations de carburant, de bio-GNV, pour que les véhicules lourds qui peuvent être alimentés en bio-GNV puissent le faire, comme nos bus, mais pas que. Et là, je rejoins totalement ce qui a été dit aussi. En fait, on va avoir besoin de toutes les énergies pour réussir à atteindre la neutralité carbone. On va avoir besoin également de toutes les énergies renouvelables. Il faut arrêter on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est pas possible, parce que l'avenir, on le maîtrise très très mal, et on sait qu'il y a des aléas qui font que le nucléaire, quand bien même aujourd'hui il est décarboné, on n'est pas sûr, compte tenu de l'adaptation au changement climatique qu'on va devoir subir, qu'il va s'adapter en toutes circonstances. Donc on doit développer les renouvelables, on n'a pas le choix. On est vraiment tenu à ça si on veut atteindre la neutralité carbone. Donc il faut arrêter ces stop and go qui sont vraiment délétères pour toutes ces filières de renouvelables. Vous l'avez parfaitement illustré, baisse de tarifs d'achat, et voilà, une filière qui était en plein développement, qui est pénalisée. Du coup, il faut relancer. Pareil, en ce moment, on le vit sur le solaire, le petit solaire, c'est exactement la même chose. On vit ça en permanence. Eh bien ça ne marche pas, c'est un échec. C'est comment vraiment amener le pays dans le mur par rapport à ses objectifs énergétiques. Et nous, en tout cas, localement, comme on a cette capacité de souveraineté énergétique, eh bien, on peut au maximum essayer de s'affranchir de ces aléas de politique nationale et de pousser dans une direction avec un cap bien défini et ne surtout pas en dévier, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Merci beaucoup pour ces éléments de conviction. Est-ce que, messieurs, vous avez un petit mot avant de conclure, et peut-être on va laisser la parole aux questions du public s'il y en a. Est-ce que vous voulez dire un petit mot ?
si vous voulez, mais un petit mot, je pense que tout a été dit. Vous avez bien compris qu'il faut que vous triez vos biodéchets. Ça, je pense que Madame la vice-présidente vous l'a bien fait comprendre. Que si vous voulez de l'énergie verte, allez-y, les Bordelais. Mettez-le dans le badass et puis nous, on s'occupera du reste et puis on amènera tout ça chez nos partenaires agriculteurs. Et je trouve que c'est merveilleux de retrouver du lien entre le monde urbain et le monde agricole. Moi, c'est ce qui me passionne dans cette filière-là. J'avais pas de copains paysans avant, maintenant j'en ai. Voilà, je suis ravi. Merci. Moi, je veux juste rajouter une petite précision concernant les biodéchets. Il faut savoir que ce qui sort de l'usine de Moulineau, 100% des soupes qui sortent de l'usine de Moulineau se retrouvent dans nos sols. Donc la qualité des biodéchets, on n'en a pas parlé, mais est quand même primordiale parce que derrière, nos sols, c'est notre terre, c'est du vivant, c'est un bien fondé qui appartient à tout le monde, même si on reste propriétaire, mais c'est pour les générations futures. Et si ce qu'on met dans nos sols, c'est propre, ça restera propre. Et voilà, donc juste pour finir sur cette petite note. C'est un cycle qui va au-delà de, la juste énergie renouvelable. Et aussi, juste une précision, parce qu'on n'en a pas forcément conscience, mais justement, le fait que tout ce digestat, qui est un engrais naturel apporté au sol, c'est un évitement de recours à des engrais chimiques. Et ça participe aussi très fortement à la décarbonation du biogaz. Si le biogaz est 10 fois moins émetteur de gaz à effet de serre, c'est aussi grâce à ça. Donc, pour vous dire combien le cercle est extrêmement vertueux, et donc il faut vraiment l'encourager. Et pour conclure, je voudrais juste dire, j'ai eu la chance de visiter les méthaniseurs dans le Médoc. C'est vraiment une expérience. Enfin, je ne sais pas si vous voulez faire une petite des visites touristiques, mais franchement, c'est très très intéressant. Je recommande. On vous accueillera avec plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? La première est toujours la plus difficile. Bonjour à tous. Je comprends qu'on est dans un cercle vertueux, on recycle les déchets alimentaires. J'avais cru voir, alors pas forcément dans le sud-ouest français, mais qu'à un moment donné, on était, et je crois que vous l'avez évoqué, on était en concurrence et qu'il y avait un certain nombre de productions agricoles qui étaient destinées à la méthanisation et qui, quelque part, gagner du terrain ou empiéter sur le terrain de l'alimentaire. Qu'en est-il dans votre filière et par rapport à ça? Merci pour la question. Non, justement, nous, notre système d'exploitation, dès le départ, n'est pas du tout axé sur la concurrence alimentaire. Bien au contraire, on a tout mis en œuvre pour ne pas concurrencer l'alimentaire. Et d'ailleurs, réglementairement parlant, on n'a pas le droit de mettre plus de 15% de culture dédiée dans un méthaniseur. On a une tolérance. Nous, pour notre cas, c'est 0%. Donc, vous pouvez venir, enfin, il n'y a pas de problème. Et vraiment, l'intégration des cultures intermédiaires dans nos rotations est vraiment optimisée pour qu'on puisse alimenter le méthaniseur, mais aussi pour qu'on puisse produire nos cultures alimentaires de base sans les pénaliser. Donc vraiment, on a une réflexion qui est fondée sur l'agronomie, sur les cycles de la vie. Et bon, je peux vous dire que ceux qui nous connaissent, on travaille énormément. On adhère à un GRCETA, c'est un groupement d'agriculteurs pour de la recherche agronomique. On fait des expérimentations tous les ans, donc on a vraiment un gros travail de fond pour aller chercher de l'optimisation agronomique avec les digestats, mais aussi pour nos cultures alimentaires et énergétiques pour chercher de l'optimisation partout.
Oui, et je rajouterais aussi que donc nous, Régas Bordeaux, on est gestionnaire de réseau local, mais effectivement, on participe aussi aux groupes nationaux qui développent notamment le groupe national, le GT Injection, comme on l'appelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les exemples comme Jean-Michel, les agriculteurs méthaniseurs, c'est plus de 90% aujourd'hui des sites d'injection. Leur modèle, il fonctionne très bien ici dans le Médoc. En fait, c'est quasiment la totalité des sites qui sont effectivement autosuffisants sur leurs déchets et donc qui ne vont pas concurrencer les ressources. C'est très contrôlé parce qu'on parle aussi de la bureaucratie, mais effectivement la DGEC les suit. Je pense que Jean-Michel pourrait témoigner de la paperasse qu'il doit remplir. Donc tout ça, ça montre que quelque part au niveau national, ils surveillent tout ça. C'est inscrit dans la loi et globalement, s'il y a quelques exemples, c'est toujours pareil. Il y a un ou deux exemples qui font mauvaise presse, mais il faut savoir que dans 99% des cas, les sites sont suivis et contrôlés et ils ont tous des fonctionnements similaires à ceux qu'on peut avoir ici sur notre territoire. Ouais, aujourd'hui, nos méthaniseurs sont certifiés RED 2, qui est un niveau de certification pour la durabilité de l'alimentation. Et on est très contrôlé. Enfin, on a un audit tous les ans de toute l'origine de nos intrants, c'est-à-dire que ça va à la durabilité des parcelles qui ont produit à la base les cultures intermédiaires. Il y a vraiment une traçabilité dans toute la matière et aujourd'hui, on est RED 2. Merci beaucoup. Le temps imparti nous est compté, donc cette table ronde est terminée. Merci d'être venus très nombreux et puis on reste encore quelques temps si vous avez des questions un peu plus précises.